Emmanuelle Puydeba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste et directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste du comportement animal. Vous sortez, on va parler de Sexus Animalus, tous les goûts sont dans la nature, aux éditions Artaud. Soyez la bienvenue. Une première question quand même sur le sujet qu'on vient de voir là avant de parler de sexualité des animaux. Est-ce que cette méfiance qu'inspire la chauve-souris, le pangolin, d'autres animaux est justifiée selon vous ? Oui, bien sûr, elle est justifiée. On le voit très bien dans le reportage. Les gens sont obligés de chasser et en même temps, il y a de plus en plus de trafic d'animaux et de réduction des territoires qui fait qu'il y a une proximité entre certains animaux sauvages et des humains qui n'avaient pas lieu d'être avant et qui sont de plus en plus fréquents. Donc ça occasionne forcément des dangers au niveau de la santé. Et donc cette pandémie pourrait tout à fait trouver son origine dans le règne animal ? Oui. Là, les dernières théories, c'est plus vers la chauve-souris, mais oui, ça a l'air d'être assez cohérent. Il faut attendre les derniers résultats, mais oui. On va attendre ces derniers résultats. En attendant, on va parler de votre livre, Sexus Animalus, tous les goûts sont dans la nature, les secrets de la sexualité et donc de l'évolution animale. Ce livre est né parce que vous avez perdu un pari, je crois. Oui, je l'assume volontiers. Les étudiants, en fait, jouaient à un jeu qui circulait sur Internet où il fallait reconnaître des pénis aux animaux qui correspondaient. Et j'ai eu un lamentable 4 sur 20, donc je le reconnais volontiers. Et en échange, ils m'ont gentiment dit qu'il fallait écrire un livre là-dessus parce que c'était effectivement passionnant. C'est désormais chose faite. Voilà, je ne vais pas vous faire de quiz, mais je pense que vous êtes à 20 sur 20. Quel animal vous a le plus surpris pendant la préparation de ce livre ? Je dirais peut-être le dauphin, parce que les dauphins, d'une manière générale, on les voit comme des animaux gentils, hyper intelligents, ce qui est vrai. Mais par exemple, on a beaucoup de cas de viol chez les dauphins et on a aussi surtout des femelles qui ont des organes génitaux. D'une manière générale, les femelles, on les connaît beaucoup moins. Et les organes génitaux chez les femelles dauphins sont absolument hallucinants. Il y a des systèmes de labyrinthes qui vont permettre de stocker le sperme ou au contraire d'évacuer celui que la femelle ne veut pas. Parce qu'accessoirement, les mâles peuvent être parfois violeurs. Donc ça leur permet de sélectionner aussi le sperme des mâles qu'elles préfèrent garder. Oui. Donc c'est un peu Flipper le violeur, c'est pas le gentil Flipper, on est d'accord. À la lecture de votre livre, on apprend des choses parfois un petit peu déconcertantes. On découvre des pénis géants, doubles, accrochés en tire-bouchon, sonores, détachables, qui repoussent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le pénis n'a pas toujours existé. Non, alors le pénis, il existait déjà dans l'eau. Mais c'est vrai qu'il y avait une très faible diversité. Il y en avait par exemple chez les requins ou les raies. Après, une fois que les animaux ont conquis le milieu terrestre, la fécondation ne pouvait plus être externe. On ne pouvait plus, si vous voulez, envoyer les cellules sexuelles dans l'air pour qu'elles se fécondent. Ça ne marche pas. Donc c'est vrai que c'est une invention terrestre pour favoriser la fécondation interne. Et là, il y a eu une explosion de la diversité dans l'évolution des pénis, que ce soit chez certains oiseaux, chez les mammifères, chez les reptiles, etc. Alors, si on s'intéresse aux femelles, là aussi, il y a de quoi faire. Des clitoris pourvus d'os ou d'épines, des vagins stockeurs de sperme, vous l'évoquiez, des vagins à clapet ou en labyrinthe. Mais vous le disiez aussi, on connaît ça un petit peu moins. On connaît moins les organes génitaux des femelles que des mâles. Est-ce qu'il y a un biais forcément dans ce qu'on connaît du règne animal et pourquoi ? Oui, il y a un vrai biais parce que le fait de moins connaître les organes génitaux des femelles, ça nous empêche de comprendre les phénomènes complexes de coévolution. C'est-à-dire que vous avez des organes génitaux masculins qui vont évoluer en fonction des organes génitaux féminins. Par exemple, les canards ont un pénis en tire-bouchon. Tous les canards ? Oui. Alors, je ne vais pas dire tous, parce qu'en biologie, il y a souvent des exceptions, mais disons globalement, les canards, par exemple, le canard colvert qu'on connaît bien, il a un pénis en tire-bouchon qui a une érection explosive pour aller au plus près des cellules de la femelle à l'intérieur du corps. Et les femelles ont répondu avec un système de vagin en tire-bouchon aussi, mais parfois inversé pour lutter un peu contre les harcèlements et les canards violeurs. Il y en a aussi chez cette espèce-là. Et donc, ces phénomènes de vagin qui évoluent en fonction du pénis, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement intéressants à comprendre au niveau de l'évolution. Et si on ne connaît pas assez les femelles, on ne peut pas les comprendre d'un point de vue global. Donc il faut étudier les femelles. Exactement. C'est peut-être ce que vous allez faire vous. On découvre, en plus, on découvre une multitude de pratiques sexuelles, viol, castration chimique, élimination de la concurrence, tromperie, sacrifice, homosexualité, transsexualité, masturbation, fellation, cunilingus, orgasme. On a l'impression on n'a rien inventé, mais on a l'impression que les animaux sont peut-être ont une sexualité débridée. Oui, c'est-à-dire que
n'y a pas de tabou? Non, il n'y a aucun tabou. Et puis c'est un petit peu comme tout dans le comportement animal, c'est-à-dire que tout existe. Il y a une diversité qui est absolument phénoménale. Il y a des centaines de millions d'années d'évolution pendant lesquelles les animaux ont dû s'adapter. Et donc ces adaptations génèrent une diversité qui est énorme en termes de comportement et aussi de morphologie. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on peut trouver de tout en travaillant sur des tout petits insectes comme les bruches, par exemple, qui ont un pénis extrêmement épineux, jusqu'aux plus grands comme les éléphants, qui ont un pénis mobile et géant. Et là, puisqu'on parle de sexualité des animaux, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant cette année, puisque au printemps, le monde entier pratiquement a été confiné. Donc ça a supposé que dans les zoos, dans les parcs, les animaux soient tout à fait tranquilles. On a vu des images assez étonnantes en avril, par exemple, ces pandas qui s'accouplent. Qu'est-ce que ça dit de ce rapport entre le règne animal et l'humain? C'est extrêmement intéressant. C'est vrai que le confinement, enfin moi j'ai jamais vu autant d'oiseaux que pendant le confinement. Ce que ça montre, c'est qu'il y a vraiment une magnifique résilience. C'est-à-dire que si on laisse la place, les choses revivent. Il y a de nouveau du foisonnement au niveau du comportement et puis des accouplements. Et effectivement, en parc zoologique, ils sont par définition enfermés avec des gens qui passent d'une manière régulière. Et on peut se demander, enfin on ne le demande pas d'ailleurs, on sait que l'effet des visiteurs, il peut être assez dramatique sur le comportement des animaux captifs. Et là, le fait qu'il y en ait moins, probablement que ça a libéré les pandas d'une espèce... Qui n'ont pas, eux, une sexualité non, c'est pas gagné. Non, c'est pas terrible. Vive le confinement. Vive le confinement. Et je rappelle donc le titre de votre livre, c'est Sexus Animalus, tous les goûts sont dans la nature, aux éditions Artaud, avec de très jolis dessins également, c'est à souligner. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt.